Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Entretiens Bleus. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Dossé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder ce petit temps. Tu es originaire de Rennes et tu es passé par le CNSM de Lyon. Est-ce que tu peux me parler des souvenirs que tu as de cette période d'étudiant à Lyon? C'est une période qui est venue assez tard parce que moi je suis arrivé au conservatoire à 23 ans. Donc je me sentais déjà très âgé par rapport à ce que je connaissais d'un conservatoire supérieur. C'est-à-dire des enfants prodiges qui arrivent à 14 ans dans les classes de violoncelle et de piano. Donc j'ai le souvenir de ne pas avoir été à l'aise du tout, en tout cas au début. Et puis après j'ai le souvenir d'avoir trouvé une place un peu par un chemin détourné qui est plutôt la musique vocale et plutôt de travailler avec les chanteurs. Et là je me suis senti assez vite à ma place et bien à l'aise et de plus en plus. Et puis finalement, c'était probablement à ce moment-là que j'ai eu le début d'un aiguillage définitif. Vous étudiez quoi exactement au CNSM à Lyon? Alors au conservatoire, j'étais en classe de basse continue, donc l'équivalent de l'accompagnement piano, mais en musique ancienne. Et puis j'ai eu la chance de faire 2 ans de clavecin avec Françoise Langelet. Bien que n'étant pas inscrit dans le cursus officiel, j'ai eu 2 ans de leçons avec Françoise Langelet, et ça, je pense que c'était une vraie chance. Pourquoi pas à Paris, le conservatoire supérieur? Simplement parce que pour la musique ancienne, il y a une tradition à Lyon qui est, je trouvais, assez idéale entre quelque chose de très théorique à Bâle, par exemple, quelque chose de plus dispersé, sans que ce soit trop négatif, mais plus généraliste, on va dire, à Paris. Il y avait quelque chose de un peu focus et avec des gens que j'admirais bien. Donc c'était la destination idéale. J'ai fait le concours, j'étais pris. Donc sinon, je pense que j'aurais tenté à Bâle ou ailleurs, mais c'était ça mon choix numéro 1. L'élève que vous étiez, un élève plutôt bosseur, qu'est-ce que c'était votre profil d'élève à l'époque? Non, pas trop bosseur, plutôt procrastinateur, plutôt axé sur ce qui m'intéressait et pas trop travailleur sur le reste. Mais quand même, sérieux et puis faisant tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Le temps pour des activités extérieures pendant le cursus? Oui, parce que déjà je travaillais en même temps pour financer mes études. Un travail dans la musique ou? Un travail dans la musique, dans l'administration musicale, mais qui m'occupait quand même beaucoup. Donc j'étais au moins 3 jours par semaine, occupé par ça. Donc disons que c'était quand même des 4 années assez intenses sur le plan du rythme. Est-ce que vous avez eu le temps de vous demander qu'est-ce que vous feriez si ça ne marchait pas dans la musique ou vous avez travaillé rapidement et la question ne s'est pas posée? Moi, je me suis toujours posé la question. Je fais pas partie de ces gens qui, quand on leur demande alors quand est-ce que vous êtes décidé à être musicien, racontent qu'à l'âge de 3 ans, ils avaient déjà une baguette dans les mains et qu'ils ont toujours su qu'ils feraient ça et qu'ils ont toujours été sur un rail et qu'ils ont tout fait pour y arriver. Moi, c'est exactement l'inverse. Moi, j'ai toujours douté. Je suis arrivé par la musique par hasard parce que je viens pas d'une famille de musiciens. Dès que je m'y suis senti bien, j'ai été mis ailleurs. Donc c'est toujours assez instable ce choix-là. Et je crois que vraiment c'est pendant le conservatoire où je me suis dit, à la fin des études du conservatoire, où là j'étais à peu près sûr de vouloir faire ça. Et je pense que c'était beaucoup une histoire de confiance évidemment, mais le fait de pouvoir fédérer des gens, je pense que c'est ça qui a été le vrai déclic. Vous disiez que votre famille n'était pas une famille de musiciens. Est-ce qu'ils vous ont soutenu ou il a fallu leur prouver que c'était un métier et que c'était possible? D'abord, c'est eux qui m'ont amené à la musique, parce qu'enfant, j'ai chanté dans un chœur. Après, de là en faire quelque chose de professionnel et une situation, avec des guillemets, c'était pas quelque chose d'évident du tout pour eux. Et puis voilà, aussi à partir du moment où ça a été sûr pour moi, je pense que ça a été plus facile pour eux de le comprendre. C'est pendant les études à Lyon que vous êtes sorti un petit peu des sentiers battus. Si j'ai bien compris, vous avez organisé une masterclass à l'abbaye aux Dames à Saintes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? Oui, ce qui m'intéresse dans l'apprentissage de la musique, c'était la musique d'ensemble. Or, il y a une tradition un peu à Lyon qui vient un peu de Bâle justement, parce que certains enseignants venaient de là, de privilégier beaucoup la musique italienne et la musique allemande, alors que moi j'aime beaucoup la musique française. Et simplement sur les 4 ans, on a peu de projets d'ensemble, peu de projets d'orchestre. Donc voilà, pour juste pas passer à côté de quelque chose, je me suis dit qu'il fallait que je l'organise moi pour être sûr de l'avoir. Et puis ça a été l'occasion du coup de réunir des gens autour d'un projet. C'était un des premiers projets vraiment d'ampleur que je faisais. C'était l'occasion aussi de sortir du conservatoire pour aller dans un lieu un peu immersif comme à Saintes. Et puis c'était l'occasion de travailler avec quelqu'un aussi d'extérieur au conservatoire qui avait cette spécialité de la musique française qui était Emmanuel Mandrin. Vous avez dit que vous n'aviez pas particulièrement confiance en vous dans ces jeunes années. De quelle qualité avez-vous eu besoin pour réussir ce projet? Je pense que la première chose, c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que quand vous n'avez pas forcément trop confiance en vous, de voir qu'il y a autour de vous 10 personnes qui, elles, vous font confiance, en fait, ça vous donne confiance. Pourquoi elles vous faisaient confiance? Est-ce qu'avec le recul, vous avez compris pourquoi ça a marché? Je pense que fondamentalement, j'étais passionné par ce répertoire et que j'étais capable d'en parler. Je pense qu'on était aussi à un âge où tout le monde, et je pense que tout le monde l'est resté, mais en tout cas à cette époque-là, tout le monde était très curieux. Donc d'arriver avec un projet, avec un répertoire de la musique, oui, Charpentier, en définitive, tout le monde connaissait ce nom-là sans forcément en avoir joué.
alors qu'on était quand même dans un conservatoire où, bon, on fait de la musique baroque à plein temps, avec 1 ou 2 projets maximum par an d'ensemble. Sur ces projets-là, il y en avait probablement peut-être 1 de musique française, et on est dit que la finisse, ça se répartir. Donc c'est très mathématique, mais de se dire que je vais pouvoir passer 4 ans dans un conservatoire sans aborder le répertoire qui m'intéresse, ça me semblait impossible. Est-ce que c'est une critique que vous feriez au conservatoire? Non, pas du tout, d'autant plus que ça a beaucoup changé. Là, j'étais là il y a quelques semaines au département de musique ancienne, et puis j'ai vu à quel point ça a grossi, ça s'organise beaucoup plus, il y a beaucoup plus de projets, il y a aussi une vision sur tout le cursus. Je pense qu'il n'existait pas quand moi j'y étais, de se dire pendant les 4 ou 5 ans où les étudiants vont être là, ils doivent avoir joué au moins une passion de Bach, au moins un oratorio en musique française, au moins un opéra italien. Donc il y a cette idée de ne pas négliger ou de ne pas favoriser un répertoire plus qu'un autre et d'avoir une vision globale. Et ça, je pense que c'est très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré ce genre de décision de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose vous-même? Je sais pas, je pense que quand on écoute de la musique à 15 ans, il y a toujours une forme d'admiration pour des grands musiciens, aussi pour des grands compositeurs, c'est-à-dire soit des gens du XVIIe, soit des gens du XXe siècle. Après, je pense qu'il y a beaucoup une question de nature. Je pense que c'est mon tempérament de fonctionner comme ça, plus que quelqu'un qui m'aurait incité à le faire. Est-ce que c'est pas un risque de se lancer dans un projet avec des amis du conservatoire? Je pense qu'on a toujours su avoir à la fois beaucoup de proximité et en même temps toujours rester très professionnel. C'est-à-dire que je pense que tous les gens qui sont autour de moi aujourd'hui, c'est des gens que j'apprécie vraiment beaucoup. Certains qui sont là vraiment depuis le tout début. Et en même temps, on n'a jamais trop mélangé complètement le personnel et le professionnel, même si c'est un métier qui engage beaucoup à ça. Donc je crois que ça se passe bien aussi pour ça. On peut réellement mettre cette limite-là? Comment ça se passe au C'est quotidien? une limite qui est très ténue, mais je pense que oui, ça existe parce que les conditions de travail, c'est-à-dire que si vous faites appel à des gens pour jouer tout le temps gratos pour vous, vient un moment où c'est plus très clair. Si vous sollicitez trop les gens, disons, sur un cadre hors professionnel, je crois que ça serait dangereux d'une certaine manière. Donc moi, j'ai toujours fait attention et au maximum, alors je ne dis pas que c'est absolument toujours, il y a certainement des répétitions dans nos tout débuts qui n'ont pas été payées, mais très très vite, et ça a été une priorité de se dire, il faut qu'on fonctionne de manière extrêmement professionnelle, dans l'organisation, dans la rémunération, dans toutes ces choses qui sont en dehors de la musique, mais qui en réalité sont hyper importantes si on veut avoir une équipe, régulière et engagée sur le long terme. Ces choses-là, cette rigueur, vous l'avez apprise au conservatoire ou ailleurs? Non, ça, on n'apprend pas du tout ça au conservatoire. Alors, c'est pragmatique, je veux dire, au bout d'un moment, vous organisez un concert. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser un concert? Il faut un lieu, il faut se mettre d'accord avec l'organisateur quand il y en a un. S'il n'y en a pas, faire la publicité. Je veux dire, c'est plein de choses qui se déduisent au fil de l'expérience et qu'on apprend en faisant. sur le terrain? Ouais. Il y a certains membres qui sont partis, certains qui sont restés. Qu'est-ce qui fait que les gens restent et qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont pris un autre chemin? Bon, ça, je pense qu'il faut demander aux musiciens parce que chacun a sa réponse. Il n'y a pas vraiment de système là-dessus. Je pense que ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas très variable dans mes goûts. C'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, globalement, il faudrait vraiment qu'il décline ou qu'il ait un problème, que sa manière de jouer ou de chanter change. Mais je suis assez fidèle naturellement. Donc ça, c'est la première chose. Moi, mon idéal, c'est un idéal de troupe et pas un idéal de recruter les 4 meilleurs chanteurs pour telle œuvre à tel moment en me disant que voilà, j'ai le meilleur pour chanter ce rôle-là. Non, je fais avec une troupe et j'essaie de trouver du répertoire qui corresponde à cette troupe au mieux, qui fasse que collectivement, on arrive à toujours avoir des petites étapes et à entre guillemets progresser et que individuellement, selon comment chacun avance, j'essaye de proposer aux uns ou aux autres aussi des petites étapes comme ça. Donc oui, il y a un petit côté ressources humaines dans l'idée, mais assumé. Je veux dire, si on veut avoir une équipe sur le long terme, je pense qu'on est obligé de penser aussi un tout petit peu comme ça. Penser comme ça, c'est un petit peu avoir un tempérament de meneur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ou vous avez besoin parfois de forcer pour vous faire respecter? Je pense que c'est dur de dire oui ou non parce qu'il y a plusieurs types de meneurs. Moi, je ne pense pas avoir le torse bombé et me dire que je suis le premier et que tout le monde va me suivre. C'est pas trop ma nature. Je pense être un peu plus doux que ça dans l'idée. Après, je sais vraiment pas dire si c'est aussi des choses qui viennent au fil des ans, c'est aussi des choses qui, selon l'équipe qui est là, selon que ce sont que des anciens ou aussi des nouveaux, selon qu'ils sont 10 ou 70, on n'est absolument pas pareil. Donc moi-même, je ne suis pas qu'un seul type, je suis différent selon les contextes. L'Ensemble a sorti un premier disque en 2009 chez Zigzag Territoire. C'était un label indépendant. Est-ce que c'était un choix? Comment ça s'est passé la rencontre? Complètement par hasard. Disons que c'est pas forcément un choix, je ne le regrette absolument pas, mais ce que je veux dire, c'est que se dire on va faire notre premier disque pour une major, mais pas une seconde, dans le sens où on a un projet artistique qui ne correspond pas a priori à un système de marché ou une économie du disque déclinante sur laquelle il faudrait qu'on propose des blockbusters.
A priori, on est parti totalement à l'inverse de ça. Donc il y a plus d'évidence à travailler avec un indépendant. Il se trouve qu'on a enregistré ce disque, que je l'ai fait entendre à un copain, qui l'a fait entendre à un autre, qui est arrivé chez Zigzag, et ils ont dit OK pour l'éditer. En 2016, il y avait 21 femmes pour 586 hommes chefs d'orchestre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas trop. C'est une question sur laquelle j'ai du mal à avoir un avis très tranché. Est-ce que moi, j'ai plus de chances d'être à la tête d'un ensemble qu'une fille? Honnêtement, rationnellement, je ne crois pas. En revanche, à la tête d'un orchestre moderne, oui, je pense. Alors pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me dis, par rapport à une fille qui aurait été dans la classe de clavecin exactement avec les mêmes paramètres que moi, je ne vois pas ce qui aurait pu... Vraiment ouais. J'aimerais parler un petit peu de la vie de musicien professionnel, un petit peu la santé et l'hygiène de vie que ça implique. Est-ce que vous observez une certaine rigueur concernant l'alimentation, le sommeil ? Ça dépend un peu des périodes. J'ai eu des périodes extrêmement chargées où du coup plusieurs signaux d'alerte m'ont fait penser qu'il fallait faire attention à ça. Quel genre de signaux d'alerte ? Des problèmes musculaires, des problèmes de sommeil, des problèmes de ne pas être très bien et très en forme, quoi. Vous en êtes débarrassé aujourd'hui ? Plutôt, ouais. Comment on fait ? En faisant des choix. Avant de m'occuper que de correspondance, j'ai aussi travaillé pour d'autres ensembles, donc il y avait une sorte d'accumulation et je vois aussi les petits bémols de travailler en tant que freelance ou en tant qu'intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on accumule beaucoup d'activités. Alors quand on a la chance aussi d'avoir plein de propositions, mais à partir du moment où on a cette chance-là, on est très incité à remplir son carnet au maximum, voilà, d'une certaine manière, de peur de manquer. Donc ça peut amener des rythmes complètement farfelus et pas très pérennes. Est-ce que vous restez en relation avec le monde extérieur à la musique ? Est-ce que par exemple vous avez des connaissances qui ne sont pas musiciens, des activités extra ? Oui, moi je fréquente des gens qui sont pas, beaucoup qui sont pas musiciens. Alors beaucoup qui sont pas musiciens mais qui sont quand même intéressés par ça, qui sont autour de ce que je fais, qui s'y intéressent. Mais des gens tout à fait extérieurs, oui. Et je pense que ça fait du bien de discuter avec mes voisins en Bourgogne de toute autre chose que ce que je fais au quotidien et ça me va très bien aussi. Est-ce que vous avez le temps de lire par exemple ? Par période. Évidemment, quand je pars en vacances, je lis 4 livres. Dans le cours de l'année, c'est très variable parce que effectivement, j'ai l'impression que ça demande une concentration et souvent je mets cette concentration sur ce que j'ai à faire. Vous allez au concert ? Je vais pas mal au concert, ouais. Ouais, vraiment ? Ouais. C'est bizarre ? Non, mais des fois les gens ont même plus le temps. Non, je vais au concert parce que quand je suis dans un lieu où le soir d'avant nous, il y a tel pianiste qui joue, je trouve que c'est chouette d'y aller. Quand on est dans un festival, on essaie d'aller, je dis on parce que je crois que c'est aussi c'est moi, mais tous les musiciens font un peu ça, d'aller écouter les gens qui sont juste avant nous quand on a la chance d'être libre au moment du concert. Puis voilà, j'habite Paris, alors c'est facile d'aller à la Philharmonie, c'est facile d'aller au Théâtre des Champs-Élysées ou en tout cas de suivre plein de choses puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent en bas de chez soi, quoi. Vous avez parlé de l'importance du disque dans vos jeunes années. Est-ce que vous achetez toujours des disques ? Ouais, j'en achète toujours. Évidemment beaucoup moins que quand j'avais 20 ans, mais j'en achète toujours, ouais. Que vous inspire l'état du marché du disque aujourd'hui ? Il m'inspire qu'on attend tous une réaction très forte et que cette réaction peine à venir, c'est-à-dire qu'on se met maintenant dans une sorte d'accélération de la production pour pallier la baisse des ventes, en se disant qu'en faisant plus, on arrivera tout cumulé à avoir à peu près les mêmes chiffres, en tout cas une baisse moins importante. La réalité, c'est que je pense qu'il faut, je dis il faut, pas en disant au label faites, mais nous aussi, il faut vraiment qu'on arrive à mettre au point quelque chose qui soit totalement différent du modèle du CD tel qu'on le connaît depuis quelques décennies et qui, à un moment, prennent le relais de ça. Ça ne crée pas une espèce de dictature de la vente quand vous sortez un nouveau CD ? Est-ce que vous avez des attentes en termes de nombre de ventes ? Je pense que déjà, nous, on se met une forme de pression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier en disant peu importe qui l'achète ou peu importe qui ça intéresse ou ça n'intéresse pas. Donc je pense qu'on a une responsabilité, nous, en tant que producteurs, de s'intéresser à savoir si un disque va être vendu ou pas et pas se dire de toute façon on récupère jamais rien, quand on vend un disque on récupère 1 centime, je sais pas, très peu. Donc c'est d'abord à nous de nous y intéresser tout en ayant des projets qui sont a priori, comme on disait au départ, pas spécialement, on n'est pas sur des grands chefs-d'œuvre du répertoire. On est sur de grands chefs-d'œuvre mais dont la notoriété n'est pas reconnue comme telle. Donc voilà, après, je pense qu'on a aussi intérêt à ce que notre éditeur, il vende des disques. Quand on fait des grands motets de Dumont, moi je veux
qu'ils en vendent beaucoup et qui se disent Dumont, c'est pas finalement moins vendable que le Requiem de Mozart avec telle grande chanteuse. Donc je crois que c'est dans notre intérêt de vendre le maximum de disques. D'ailleurs, même le tout premier disque a eu la reconnaissance de Diapason Classica. Ça a en quelque sorte marché dès le début, comment vous l'expliquez ? Bon, on n'explique pas la critique. Elle est erratique par définition et ça dépend beaucoup de qui va l'entendre, à quel moment, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous a priori. On ne peut pas tout à fait l'expliquer rationnellement. Après, c'est évident que d'avoir eu un premier disque qui a été remarqué, récompensé, ça nous a aidé à en faire un deuxième. Donc forcément, quelque chose s'amorce à ce moment-là qui est plus facile que si notre premier disque avait été descendu par la critique. Après, je ne sais pas si aujourd'hui la critique de la presse spécialisée a un vrai impact sur les ventes. Probablement davantage d'impact du Monde ou du Figaro ou des grands quotidiens qui vont en parler plutôt que de la presse spécialisée. Vous la lisez, la critique ? Bien sûr. La musique classique, dans le sens large, n'est pas populaire ni en France ni nulle part. Est-ce que vous pensez que ce serait souhaitable qu'elle le soit ? Et est-ce que vous avez une explication ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la musique classique grandisse auprès du public ? La question à elle seule, elle vaut une thèse parce qu'il y a 1 milliard de réponses là-dessus. Moi, je pense que notre réponse à nous, c'est pas en essayant de trouver le plus petit dénominateur commun. Donc, c'est pas de choisir les œuvres les plus connues pour les servir à un public qui les connaît déjà. C'est pas forcément faire le choix de la notoriété pour faire venir le public. Je dirais, notre choix, c'est de se dire qu'on va travailler avec des programmateurs qui nous font confiance et qui ont un lien de confiance avec leur public, qui vont pouvoir amener le public là, au moment du concert. Et ensuite, je pense que pour nous, c'est d'être entier pour la musique. C'est-à-dire de ne pas essayer de compenser ce que vous décrivez là par une posture ou par des effets ou par une forme de théâtralité plaquée. Encore une fois, c'est d'être entier pour la musique. Alors ça paraît un peu adolescent comme manière de formuler, mais je crois que quand les gens viennent au concert, ils le sentent. Ils sentent qu'il y a un truc qui est total, un engagement qui est total et qui n'est pas forcément une posture. Je dirais que ça peut créer un lien peut-être plus pérenne que des petites choses qui colmatent vite fait. La musique classique dans les médias, par exemple, à la télévision, à la radio, pas forcément la radio spécialisée, mais en général, ça pourrait aider. Est-ce qu'elle y est assez ? Est-ce que ce serait souhaitable qu'elle le soit plus ? Bien sûr que ce serait souhaitable qu'elle le soit plus. Je pense que, évidemment, en termes de quantité, c'est compliqué. Bon, nous, on est allé là en décembre chez Jean-François Zigel. Honnêtement, ce gars, il est super, dans le sens où il connaît extrêmement bien la musique. Il est capable d'en parler avec des mots très simples. Il arrive à faire le lien entre des musiciens comme nous, comme Douce Mémoire, comme des gens parfois, on pourrait dire entre guillemets, assez spécialisés, et le grand public. Donc voilà, je pense que ces gars-là sont des passeurs effectivement très très importants parce que c'est les derniers liens forts entre le très grand public qui regarde la télévision et puis les musiciens qui font de la musique dite classique. Merci beaucoup Sébastien Doucet, bon concert ce soir. Merci.